Petite vidéo un petit peu hors sujet cette fois-ci, puisque on vient de fêter les 80 ans du débarquement en Normandie, mais lors de ces commémorations, on a assez peu parlé des conséquences de l'opération Overlord sur les populations civiles de Normandie. On n'a pas, par exemple, indiqué qu'une large part des objectifs fixés au départ de l'opération Neptune, nom de code du débarquement, n'avaient pas été atteints. Il s'agissait par exemple au soir du 6 juin 1944 de prendre Cherbourg et Caen. Ce n'est absolument pas le cas, et j'ai ici dans cette boîte des archives familiales en lien avec cet épisode de l'histoire de France. On est donc sur une vidéo qui n'est pas scriptée, voilà, c'est un petit peu sans filet, je m'en excuse par avance, mais vraiment là, ce mois de juin, je suis complètement sous l'eau. Le bac approche, le grand oral, je suis aussi en train de lancer un nouveau projet éditorial, alors qui ne sera pas un deuxième tome de Microcosme. Je vais pas le reposer, non, je vous le remontre d'abord, je sais que je vous en parle beaucoup, mais mes vidéos sur YouTube ne sont pas sponsorisées, j'ai pas de partenariat, ça viendra plus tard, donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, il y a toujours ce bel objet. Passons maintenant aux choses sérieuses. Nouvelle parenthèse avant d'ouvrir cette boîte, quand je dis que la vidéo n'est pas scriptée, j'ai bien sûr fait des recherches, j'ai des petites notes ici. La plupart des infos que je vais vous apporter pour éclairer ces archives familiales proviennent de cet ouvrage écrit par Jean Kellien, qui est professeur émérite à l'université de Caen, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à me dire en fin de vidéo, en commentaire, si vous appréciez ce type de format. Et voici le Graal. Un dossier de documents compilé par mon grand-père qui s'appelait Gilbert Bucaille, qui est né en 1916. Tout au long du conflit, il a accumulé de la documentation et notamment des lettres qu'il a pu échanger peu de temps, quelques semaines après le débarquement, et je vais vous en lire des extraits. Alors ici, vous avez une lettre, 19 juin 44, qui est écrite par un ami de mon grand-père qui s'appelait Pierre. Alors il y a plusieurs exemplaires, ici c'est la lettre manuscrite qu'avait reçu mon grand-père. Et puis mon grand-père avait dactylographié la lettre, et il y a ici la copie dactylographiée, et ici la copie carbone. Donc je vous lis. Oui, non, couper. J'ai oublié de vous raconter quand même la situation particulière de mes grands-parents en 1944. Ils viennent d'avoir une petite fille, donc il y a ma tante Jacqueline qui est décédée il y a quelques années, et ils vivent dans le département de l'Orne, qui se trouve finalement pas très loin de la ligne de front ouverte par l'opération Neptune le 6 juin 44. Mais ma grand-mère, elle est originaire de Caen. Et toute la famille de ma grand-mère maternelle vit à Caen en 1944, dans une situation dont vous imaginez bien qu'elle est très compliquée. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif des Alliés, c'était de prendre le contrôle de la ville de Caen au soir du 6 juin 1944. C'est très loin d'être le cas. D'ailleurs, la ville de Caen a été bombardée par les Alliés dès le 6 juin, par erreur. Les Alliés, ce jour-là, vont envoyer en fait des bombardiers pour détruire les ponts qui traversent l'Orne afin d'empêcher une contre-attaque venue des unités blindées allemandes qui viendraient au soutien des Allemands bloqués au niveau notamment des plages. Ces bombardiers vont complètement se planter, se louper, une fois vers midi, une fois vers 16h30, et ils vont en fait bombarder des quartiers, notamment la vieille ville de Caen, avec à la fin de la journée plus de 1000 morts. Et le lendemain, ils remettent ça. Ils vont bombarder, mais alors cette fois-ci de manière absolument volontaire, une dizaine de villes et villages normands qui sont en fait des nœuds de communication, l'idée étant là aussi d'empêcher l'armée allemande présente en Normandie de se réorganiser. Et ils vont rajouter le 7 juin Caen dans la liste, c'est-à-dire que le 6 juin Caen est bombardé par erreur, mais le 7 juin Caen est bombardé volontairement parce que Caen n'ayant pas pu être prise, le général britannique Montgomery considère que Caen est un nœud de communication, un nœud stratégique tellement important, et bien que la ville doit être pilonnée, quand bien même elle abrite au matin du 6 juin 1944 60 000 habitants. Les 2/3 d'entre eux vont devoir fuir la ville. Alors, ils fuient les bombardements, la violence, ils fuient aussi parce que l'armée allemande, qui est dirigée dans le secteur par Rommel, a tout intérêt à ce que la population civile soit absente du nord du Calvados. Un, parce que ça permet de dégager le champ de bataille et donc de rendre une contre-attaque potentielle plus facile. Et puis deux, parce que ces civils-là pourraient être tentés de donner des renseignements à l'armée alliée. Et donc ma grand-mère maternelle a toutes ses familles à Caen à l'époque. Mes arrière-grands-parents s'y trouvent, ils tenaient un petit salon de coiffure. Je vais d'ailleurs vous glisser une photographie de cette branche de ma famille, là, vous les voyez, ils sont juste à côté. Et parce que mon grand-père et ma grand-mère vivent dans l'Orne, pas très loin de là où est en train de se dérouler la bataille de Normandie, un ami de mon grand-père lui écrit pour prendre des nouvelles de sa propre famille qui est aussi à Caen et dont justement il n'a plus aucune nouvelle depuis le soir du débarquement. On est donc, je le rappelle, le 19 juin, ça fait 13 jours que l'opération Neptune a eu lieu et l'ami de mon grand-père lui écrit ceci. Mon cher Gilbert, après avoir en vain tenté d'avoir des nouvelles de Caen par mon oncle de Paris, je me souviens que tu m'avais écrit que l'Orne devait être, le cas échéant,
département d'accueil du Calvados. Alors effectivement, un très grand nombre d'habitants, je l'ai dit tout à l'heure, de Caen, mais aussi de villes et villages alentours, ont fui la zone, parfois contraints, parfois volontairement, et se sont réfugiés assez souvent, parfois dans des grottes, mais aussi dans des fermes de l'Orne accueillies par les paysans du coin. Aussi, je m'adresse à toi sans savoir d'ailleurs si ma lettre pourra te joindre. Et si tu n'auras pas dû toi-même chercher avec les tiens un asile plus sûr, il y a ici une notion qui est très importante, c'est que les Allemands vont couper toute communication par lettre, par courrier, et donc il y a une grande difficulté d'acheminement des nouvelles à ce moment-là, parce qu'en fait, encore une fois, la Wehrmacht veille à ce que les informations potentiellement stratégiquement sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains de leur point de vue. Une évacuation ordonnée n'a certes pas été possible. Alors oui, il se trouve que la ville de Caen, elle est complètement encerclée par les troupes alliées, notamment les Canadiens d'ailleurs, mais aussi des Anglais et des Américains. Il a dû y avoir fuite et perdue dans la mesure du possible. Je ne puis avoir de renseignements dignes de foi par la presse qui se contredit à 3 jours d'intervalle. Donc effectivement, je vous l'ai dit, les renseignements ayant du mal à transiter entre la Normandie et puis le reste du territoire français, la presse est assez aveugle, et puis une large partie de la presse est de toute façon toujours aux mains, soit des Allemands, soit des collabos. Je crois cependant discerner que 35 000 personnes ont quitté Caen. Alors il se trouve que ce sont très exactement les chiffres qui sont donnés aujourd'hui dans cet ouvrage. Comme quoi, on a des informations assez fiables qui circulent dès le mois de juin. 35 000 effectivement Caennais qui, dès les premiers jours, ont quitté la ville. Que 35 000 personnes ont quitté Caen pour les campagnes environnantes et que 25 000 points d'interrogation se sont réfugiés dans les caves du lycée qui serait intacte, ainsi que la partie ouest de la ville, le reste étant détruit. Alors ici, le fameux Pierre fait allusion au lycée Malherbe de Caen, qui accueille 7 à 8 000 réfugiés, si mes souvenirs sont bons, et on a en fait seulement 20 000 Caennais, selon les estimations retenues par les historiens aujourd'hui, qui se seraient réfugiés dans divers endroits de la ville, dans les caves du lycée, qui seraient intactes, ainsi que la partie ouest de la ville, le reste étant détruit. Alors effectivement, la rive gauche de Caen a été lourdement bombardée, mais c'est là qu'on trouve à ce moment-là la plupart des réfugiés. Je veux espérer que maman et les tiens, donc la famille de ma grand-mère, auront eu le temps de fuir cet enfer. Sa dernière lettre était du 25 mai. Depuis, je n'ai plus rien reçu. Tu devines mon angoisse d'être ainsi. Pour combien de temps encore sans nouvelles? Je regrette bien de n'avoir pas insisté davantage devant ces appréhensions d'un voyage long et dangereux pour qu'elles viennent à Orange, où il me semble que les horreurs de cet enfer doivent nous être épargnées. Alors, il y aura le débarquement en Provence un petit peu plus tard, et il y aura des combats dans le secteur d'Orange. Je me suis renseigné à la Croix-Rouge. On n'a pas encore mis sur pied l'échange de messages avec la Normandie, il faut le temps que cela s'organise. Alors le reste de la lettre est un petit peu moins intéressant, mais on voit bien que pour une large partie de celles et ceux qui ont de la famille en Normandie, l'angoisse est assez terrible. Je passe maintenant à la lecture des réponses, et la toute première que je vais vous lire, elle date du 3 juillet 1944. Et elle a été écrite non pas par mon grand-père, mais par la mère de l'ami Pierre. Cette mère s'adresse à mon grand-père, elle lui écrit donc le 3 juillet 44, et pour replacer cette lettre dans son contexte, à ce moment-là, la ville de Caen est encerclée par les troupes alliées, et elle est encore aux mains de la Wehrmacht. Il va falloir attendre la fin du mois d'août 1944 pour que la bataille de Normandie s'achève. On estime qu'au total, entre le 6 juin 44 et la fin du mois d'août 44, plus de 3000 Caennais vont périr du fait des combats, du fait des bombardements qui au départ étaient concentrés sur quelques lieux stratégiques, puis qui rapidement vont ravager des quartiers entiers. Un grand nombre de personnes qui vivent à ce moment-là dans la ville de Caen se sont réfugiées dans quelques endroits, le lycée Malherbe, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi dans l'église abbatiale Saint-Étienne, on va y trouver environ 1500 personnes, retenez bien l'information, je vous en parlerai tout à l'heure. Quelques jours après l'écriture de la lettre que je m'apprête à vous lire, les Alliés vont lancer une grande offensive pour prendre le contrôle de la ville de Caen. Elle va débuter le 7 juillet 1944. Le 9 juillet, la rive gauche, donc la partie ouest de Caen, est aux mains des Alliés, libérée notamment par des troupes canadiennes. Il va falloir attendre la fin du mois de juillet pour que la ville de Caen soit totalement aux mains des Alliés. Et donc, vous l'aurez compris, plus d'un mois et demi après le débarquement qui, encore une fois, visait la prise de la ville de Caen au soir du 6 juin 44. On en est très loin. Et donc cette lettre, c'est la lettre d'une femme âgée et terriblement angoissée, qui ne sait pas ce qui l'attend. Mon cher Gilbert, elle s'adresse donc à mon grand-père, dont elle espère qu'il transmettra de ses nouvelles à son fils. Que devenez-vous tous les trois par là-bas? Donc tous les trois, mon grand-père, ma grand-mère et ma tante qui venait de naître. Peut-être avez-vous votre famille avec vous. Je pense souvent à eux. J'espère qu'ils auront été épargnés par la terrible catastrophe que Caen a subie.
Si vous voyez cette pauvre ville, il n'en reste plus grand-chose. Effectivement, la ville de Caen est un champ de ruines au moment où elle est libérée, fin juillet 44. Jusque-là, j'ai été épargné. Un obus seul est tombé dans le jardin, mais la maison n'a rien. Je suis sans nouvelles des enfants. Que d'angoisse ils doivent avoir. La vie est bien triste, je vous assure. Je n'aurais jamais pensé me trouver en zone de guerre. Le canon se fait entendre constamment et les batailles de chars ne manquent pas. Les jours passent ainsi sans grand changement. Les jours me sont longs et pénibles. Je stoppe ici la lecture de cette lettre parce que dans la suite, elle va demander à mon grand-père de transmettre de ses nouvelles à son fils. Et j'en viens à la réponse écrite par mon grand-père. Alors, le seul fait que je sois en possession d'une copie carbone d'une lettre que mon grand-père adresse à un ami dit bien la volonté que mon grand-père avait de tout documenter de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et cette lettre, elle est datée du 13 juillet 1944. À ce moment-là, la partie ouest de Caen, je vous l'ai dit, donc là où se trouve réfugiée la mère de l'abbé Pierre, cette partie ouest de la ville de Caen est libérée depuis quelques jours. Mon cher Pierre, c'est donc mon grand-père qui s'adresse à son ami. La Providence fait bien les choses. Hier, je recevais ton appel et aujourd'hui, c'est une lettre de ta maman qui m'arrive. Voici que ta maman nous apprend qu'elle est restée crânement à Caen avec tous les tiens heureusement sains et saufs, chez ton oncle, dans ce quartier Saint-Étienne, dont le nom résonne ces jours-ci dans le monde entier. Donc c'est le fameux quartier dans lequel l'aide humanitaire s'organise, j'en ai parlé tout à l'heure, autour notamment du lycée Malherbe, de l'église abbatiale Saint-Étienne. On va y dormir sur de la paille, on va transformer l'hôtel en poste pour cuisiner, et puis on va avoir aussi de grandes difficultés pour s'approvisionner. Il faut sortir malgré les bombardements, malgré les combats, piller des jardins, piller parfois les entrepôts des Allemands. On a des témoignages par exemple qui nous disent que certains avaient fabriqué des fausses clés en prenant les empreintes des clés des officiers et des soldats allemands avec de la mie de pain. C'est la débrouille. On avait aussi tendu des grandes toiles blanches avec peintes dessus des grandes croix rouges pour prévenir les bombardiers alliés, mais que là on avait un centre humanitaire et qu'il ne fallait pas y toucher. On sait aussi que des Canets ont franchi la ligne de front à leur risque et péril pour justement dresser des cartes, aider les alliés à identifier les points à ne surtout plus toucher lorsqu'ils bombardaient la ville de Caen. Cette lettre te parviendra quand? Je me le demande. Plus un train, plus de téléphone, plus de télégramme, permis de circuler réduit à 5 ou 6. J'aurais bien voulu te communiquer l'original de la lettre de ta maman, mais je n'ose le confier à la poste. Et je le garde précieusement sur moi. Le cachet de la poste de Caen d'ailleurs, confirmé par la date écrite par ta maman, est pour une fois très net. Je l'ai d'ailleurs fait lire par ma femme, par ses parents, frères et sœurs, réfugiés ici car je n'en croyais pas mes yeux. Mes arrière-grands-parents ont fait partie des 40 000 Canets qui ont fui Caen, notamment sur l'insistance des troupes allemandes, peu après les débuts de l'opération Overlord. Ta maman et tous les tiens étaient donc à Caen 6 jours seulement avant la prise de la ville. Ceci nous change des affolés et des affoleurs pour lesquels Caen était totalement rasé depuis le 6 juin, avec 20 ou 30 000 morts sous les décombres. Le bilan final est donc plutôt de 2 à 3 000 civils canets tués entre juin et juillet 44. La lettre de ta maman confirme heureusement ce que nous arrivons à savoir par des voies plus sûres que la rumeur publique. Il faudrait un jour que je fasse une vidéo sur l'importance, le poids de la rumeur en temps de guerre, c'est absolument passionnant comme objet d'histoire. Serait resté jusqu'au bout dans le quartier Saint-Étienne en s'abritant dans la crypte et les souterrains de l'abbaye, peut-être aussi dans les carrières de Carpiquet, j'en parlais tout à l'heure, un grand nombre de Normands se sont réfugiés dans ces carrières de pierre. J'oubliais que ces vaillants Canets n'ont pas été abandonnés par les médecins. Médecins est souligné. Ils avaient aussi des infirmières, heureusement plus actives que dans l'Orne. Certains racontaient que les 30 000 morts ne pouvaient être déblayés avant longtemps et que le département tout entier serait décimé en conséquence par les épidémies. Donc on voit bien quelle panique s'empare à ce moment-là de la population normande. C'est un traumatisme profond qui va être très rapidement recouvert par la mémoire officielle, par un tabou assez puissant, mais ce traumatisme-là a pour longtemps marqué les mémoires normandes. J'ai vu des déblayeurs partis fin juin parce que leur travail était pratiquement terminé. D'après les préfectures, le nombre des morts serait en gros de 5 000 de trop. Et pour finir, mon grand-père donne des nouvelles de sa famille et donc de la mienne. Je vais vous lire ça avec quand même une petite pointe d'émotion parce que je vous cache pas que je suis en train de découvrir cette partie du courrier. Ici, tout va aussi bien que possible. Nos réfugiés sont installés, donc il parle ici de mes arrière-grands-parents. Jacqueline, c'est ma tante, trotte et bavarde, 3 points de suspension comme une fille. Sa maman, donc ma grand-mère Georgette, à laquelle je pense fort, est un peu fatiguée par les émotions et l'installation des siens. Autrement dit, elle est en train de se taper tout le boulot. Voilà, elle gère les repas, la maison,
Bon, mon grand-père était de ce point de vue-là assez machiste, mais c'est un homme de son temps, de son époque. Pour ma part, je tiens, heureusement exempté de certains terrassements qui m'avaient remis sur le flanc. J'ai tremblé énormément aussi pour ma pauvre mère, depuis le 6 juin, mais reçu ce jour également de ses nouvelles. Sa lettre, comme celle de ta maman, ramène la situation à ses justes proportions et je suis légèrement rassuré, légèrement souligné. En dehors du front et de ses abords, la campagne est d'ailleurs relativement calme, surtout ici où il semble que la guerre ne nous atteindra guère. Effet de style, et surtout malheureusement mon grand-père se trompe ici puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans les semaines qui vont suivre, la guerre va gagner ce coin de l'Orne avec notamment des représailles envers les groupes résistants. La Chapelle-Souef, donc c'est là où vivent à ce moment-là mes grands-parents, est d'ailleurs à l'écart des grandes routes, des voies ferrées, est située non pas du côté de Flers, l'Aigle ou Argentan, où ça cognait dur dans les premiers jours, mais heureusement aux confins de la Sarthe et du Loir-et-Cher. C'est en fait d'ailleurs pas très loin d'Origny-le-Butin, où vivait, petite parenthèse, au 19e siècle, Louis-François Pinagot, auquel un chapitre de Microcosme est dédié. La Chapelle-Souef est libérée vers le 10-11 août 44, si je ne dis pas de bêtises, et 2 jours plus tard, à Tourouvre, une vingtaine de résistants vont être massacrés par des SS. À peu près 80 habitants du hameau sont pris en otage et puis seront libérés quelques heures plus tard. Donc ce coin de l'Orne ne sera pas épargné du tout par les combats de la bataille de Normandie. J'ai été très prolixe, mais sachant quelle angoisse est la tienne, j'ai tâché de te renseigner de mon mieux. Je te quitte en t'assurant de ma bien fraternelle amitié et de nos prières pour ta maman et pour ton foyer. Voilà pour ce pan de mon histoire familiale qui, j'espère, aura été aussi pour vous l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la réalité du vécu des habitants de la Normandie au moment de la bataille de Normandie. J'espère que vous aurez bien compris à quel point cette bataille a été à la fois longue, coûteuse, traumatisante pour les populations. Et encore une fois, si vous voulez soutenir mon travail, il y a un lien vers ma page KissKissBankBank en description de cette vidéo et vous pouvez toujours vous procurer Microcosme. J'ai pas plus à en dire que ce que vous en dites vous déjà sur les sites de vente en ligne. Il vaut mieux le commander chez votre libraire. Voilà, faites travailler le libraire de votre commune, c'est 1000 fois mieux. Mais je vous cache pas que lire les commentaires que vous me laissez sur les différentes boutiques et voir à quel niveau de notes et de satisfaction ce livre a droit, avec Éloi Chevalier, on n'a pas de mots pour vous remercier, donc merci.